jour où elle est arrivée à pied dans les rues de Silk, un vent cinglant empêchait la température de remonter, et le soleil ne parvenait pas à faire grimper les thermomètres extérieurs de plus d'1 ou 2 degrés au-dessus de zéro. De petites plaques de glace s'étaient formées sur la côte, et dans les terres, les maisons de Monarch Street, construites à la va-vite, gémissaient comme de petits chiots. La glace miroitait, avant de s'évanouir dans l'ombre du début de soirée, si bien que ces trottoirs qu'elle arpentait devenaient des pièges même pour les jambes les plus habiles. Ne parlons pas alors d'un pas légèrement claudiquant. Par un temps pareil, elle aurait dû baisser la tête et fermer presque complètement les paupières, mais comme elle n'était pas du pays, elle regardait chaque maison avec de grands yeux, car elle cherchait l'adresse correspondant à l'annonce, 1 Monarch Street. Elle a fini par s'avancer dans une allée menant à la porte d'un garage où se tenait Sandler Gibbons, qui découpait pour l'ouvrir un sac de produits contre le verglas. Il se souvient du claquement de ses talons sur le béton quand elle s'est approchée de lui, de l'angle de sa hanche quand elle s'est plantée devant lui, du soleil rond comme un melon derrière elle, et de la lumière du garage qui inondait le visage de la fille. Il se souvient aussi du plaisir qu'il a ressenti en entendant la voix lui demander le chemin pour aller jusqu'à la maison de ces femmes qu'il connaissait depuis toujours. « Vous êtes bien sûr ?» lui a-t-il demandé lorsqu'elle lui a donné l'adresse. Elle a sorti un bout de papier de la poche de son blouson, elle l'a gardé dans sa main nue pendant qu'elle vérifiait, puis elle a hoché la tête pour confirmer. Sandler Gibbons a étudié avec soin les jambes de la fille, et s'est dit que ses genoux et ses cuisses étaient vraiment rouges du froid auquel sa jupe minuscule les exposait. Puis il s'est émerveillé de la hauteur des talons de ses bottes, et de la coupe de son blouson de cuir. Il avait tout d'abord cru qu'elle portait un bonnet, quelque chose d'épais et de duveteux, pour protéger du froid son cou et ses oreilles. Puis il se rendit compte que c'était en fait ses cheveux, que le vent projetait en avant, ce qui l'avait empêché de bien voir son visage. Elle lui parut être une douce enfant, à l'ossature fine, une enfant qui avait été bien élevée, mais qui s'était par la suite égarée. « Les dames Cosset, lui dit-il, c'est leur maison que vous cherchez. Cela fait bien longtemps que c'est plus le numéro 1, mais il faut pas leur dire. Faut rien leur dire d'ailleurs, ça doit être le 1410 ou le 1401 en fait. » Ce fut alors au tour de la fille de lui demander s'il était certain de ce qu'il avançait. « Puisque je vous le dis, a-t-il répondu, soudain grognon, à cause du vent, s'est-il dit, qui lui brûlait les yeux. Vous continuez par là. Vous pouvez pas la manquer, sauf si vous le voulez vraiment. C'est grand comme une église. » Elle l'a remercié, mais ne s'est pas retournée lorsqu'il lui a crié dans le dos. « Ou comme une prison !» Sandler Gibbons ne savait pas ce qui lui avait fait dire ça. Il a pensé que c'était parce qu'il avait sa femme en tête. À l'heure qu'il était, elle devait être descendue du bus et devait marcher avec précaution sur le trottoir glissant jusqu'à leur allée. Là, elle ne risquerait plus la chute parce que, avec la prévoyance et le bon sens qui le caractérisaient, il s'était préparé pour le coup de gel dans ce coin où il ne gelait pourtant jamais. Mais sa remarque sur la prison voulait plutôt dire qu'il pensait en fait à Romain, son petit-fils, qui aurait dû être de retour de l'école depuis 1h30. 14 ans, bien trop grand, il se musclait peu à peu et arborait un air boudeur, une mine un peu fourbe qui poussait Sandler Gibbons à se caresser le pouce avec nervosité chaque fois qu'il voyait le gamin. Lui et Vida Gibbons avaient été heureux de l'avoir, de l'élever, quand leur fille et leur beau-fils s'étaient engagés. La mère dans l'armée, le père dans la marine marchande. Le meilleur choix possible, dans une totale absence de choix, lorsqu'il ne resta plus que des petits boulots d'un jour, faire le ménage à harbord pour les femmes, charrier des gravats au bord des routes pour les hommes, après la fermeture de la conserverie. À parents fainéants, enfants délinquants, disait toujours sa propre mère. Le petit travail régulier de jardinage aidait bien, mais ce n'était pas suffisant pour maintenir Romain dans le droit chemin et l'éloigner de la ligne de mire d'une police ambitieuse et désœuvrée. L'enfance de Sandler Gibbons avait été forgée par la peur des milices, mais les uniformes bleu foncé avaient dorénavant pris la place de ces groupes brutaux. 30 ans plus tôt, il n'y avait ici qu'un petit poste de police avec un unique shérif et une unique secrétaire, et maintenant 8 policiers armés de talkie-walkie équipés de 4 véhicules de patrouille maintenaient l'ordre public. Il était en train d'essuyer la poussière du produit qu'il avait sur les mains, lorsque les 2 personnes dont il avait la responsabilité arrivèrent en même temps, l'une hurlant « Mon Dieu, comme je suis contente que t'aies fait ça! J'ai bien cru que j'allais me rompre le cou !» pendant que l'autre corrigeait « Mais pourquoi tu dis ça, mamie? Je te tiens le bras depuis le bus !»« Bien sûr que oui, mon chou !» a répliqué en souriant Vida Gibbons, qui espérait bien ainsi décourager tout reproche que son mari pourrait être en train d'imaginer contre son petit-fils. Au dîner, les rondelles de pommes de terre sautées lui ayant adouci l'humeur, Sandler a repris la petite histoire qu'il avait commencé à raconter pendant qu'ils mettaient la table tous les 3. « Et tu as dit qu'elle voulait quoi ?» a demandé Vida en fronçant les sourcils. « Je crois qu'elle cherchait les dames Cosset. C'est l'adresse qu'elle avait, la vieille adresse, je veux dire. Quand il n'y avait personne d'autre qu'elle par ici. C'est ce qui était écrit sur son bout de papier ?» Elle a versé un peu de sauce au raisin sec sur sa viande. « J'ai pas regardé ce papier, Madame Gibbons. Je l'ai juste vu qu'il vérifiait. C'était un petit bout de papier, on aurait dit que ça avait été découpé dans un journal. » « Ouais. En fait, tu te concentrais sur ses jambes, voilà ce que je crois. »
Il y a des renseignements à glaner de ce côté-là. Romaine s'est alors couvert la bouche de la main et il a fermé les yeux. Vida, ne me rabaisse pas devant le gamin. Il n'empêche que tu m'as d'abord parlé de sa jupe. Je ne fais que reprendre tes priorités. Je t'ai dit qu'elle était courte, c'est tout. Courte comment a dit Vida en adressant un clin d'œil à Romaine. Elle les porte courtes jusque-là, mamie, a dit Romaine en plongeant la main sous la table. Jusqu'où a dit Vida en se penchant sur le côté. Vous allez arrêter tous les deux. J'essaie de vous raconter quelque chose, moi. Tu crois que c'est peut-être une nièce a demandé Vida. Possible. Elle en avait pas l'air pourtant. À part la taille, elle avait plutôt l'air d'être du côté de la famille de Christine. Sandler fit un geste vers le bocal de petits piments verts. Christine n'a plus de famille. Peut-être une fille qu'elle a eue et que vous connaissez pas, a dit Romaine, qui voulait juste entrer dans la conversation, mais qui, comme d'habitude, fut immédiatement toisée par les deux autres comme s'il avait la braguette ouverte.